bonsoir à tous. On va donc démarrer. C'est pas encore la dernière table ronde de la journée ici. Il y aura Dominique Méda après, je crois. Donc restez, c'est toujours intéressant. Mais vous avez bien fait de venir avant Dominique Méda parce que ça va aussi être intéressant. Maintenant, on a 4 chercheurs qui vont nous parler du thème mondialisation emploi. Mais comme d'habitude, on a une jeune étudiante qui va nous présenter cette table ronde. Donc je lui cède la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors le thème qui nous réunit aujourd'hui, mondialisation et emploi, fait l'objet de nombreux débats, que ce soit dans les cercles d'économistes ou sur la place publique. Chacun a son mot à dire, de l'ancien ouvrier de l'usine Whirlpool, pour qui la mondialisation a été la cause de la perte de son emploi et de la délocalisation de son usine en Pologne, à l'économiste qui, prenant le contre-pied de la sombre actualité quotidienne, souligne que la mondialisation crée plus d'emplois en France qu'elle n'en détruit. Un éclairage s'impose donc. En effet, si la mondialisation était jadis synonyme de force positive vers un monde plus prospère, elle est également accusée d'être responsable de la délocalisation des emplois vers les pays à bas salaire. Or, des études soulignent que la proportion d'emplois perdus à cause de la mondialisation en elle-même est bien moindre que beaucoup ne l'affirment, la mondialisation n'étant alors qu'un coupable parmi d'autres. Dès lors, nous pouvons nous interroger. L'ouverture internationale est-elle globalement néfaste à l'emploi dans les pays les plus riches ? Quels sont ses effets également sur la nature des emplois ? Eh bien, nous avons cet après-midi le plaisir d'accueillir 4 économistes pour nous aider à éclaircir le lien et peut-être la tension entre l'emploi et la mondialisation. Flora Bellone, vous êtes professeure d'économie à l'université Nice-Sophia Antipolis et chercheur au CNRS. Philippe Froquin, vous êtes docteur en économie et chargé d'études dans le think tank français La Fabrique de l'Industrie. Clément Malguir, vous êtes économiste-chercheur à l'Institut des politiques publiques. Claude Serfati, vous êtes chercheur associé à l'IRES. L'IRES étant l'Institut de recherche économique et sociale. Donc, je m'appelle Héloïse Gary et je serai en tant que représentante du Conseil étudiant du Printemps de l'économie aux côtés de M. Chavagneux qui modérera l'échange. Alors avant de débuter la discussion, j'indique que des questions pourront être posées directement aux intervenants via les micros qui sont mis à disposition dans la salle. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Donc, je suis Christian Chavagneux, je travaille à Alternative Économique, puisqu'on a cité toutes les institutions, je cite la mienne aussi. Et je suis là, donc on est Alternative Économique, est un heureux partenaire historique du Printemps de l'économie. On a soutenu depuis le début cet excellent travail qui est réalisé par la personne qui est là, qui en a eu l'idée et qui se démène comme un beau diable chaque année pour essayer de trouver tout ce qu'il faut en termes de force, pas seulement en termes d'argent, pour essayer d'équilibrer cette manifestation et de donner le plus de conférences possible et bien évidemment ouvert le plus large possible. On va essayer, je suis sûr avec les 4 intervenants qu'on a là, on n'a pas des techniciens, on a des gens qui font un effort pédagogique pour être compréhensible par le plus grand nombre. On va commencer avec Philippe Froquin, donc, qui est chargé d'études, comme on vous l'a dit, à la Fabrique de l'Industrie. C'est un chercheur à Mines ParisTech. Il travaille beaucoup avec Pierre-Noël Giraud. Ils ont publié tous les deux une belle étude très générale sur ce qu'on appelle les emplois abrités, les emplois exposés. Il va nous dire de quoi il retourne et quelle est la dynamique qui a eu lieu en France pour ce type d'emploi. Après, on va regarder un peu plus précisément le débat théorique des économistes avec Flora Bellone. Et puis, on a 2 études empiriques qui vont venir regarder concrètement le discours plus général, plus théorique des débats que nous propose Flora. Donc voilà, c'est vraiment des 4 interventions qui se suivent et qui ont leur propre, qui ont des logiques, en fait pas leur propre logique, mais des logiques entrecroisées. Donc je laisse la parole à Philippe Froquin pour commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Moi aussi, je tiens à remercier le Printemps de l'économie pour déjà organiser ces belles rencontres sur l'économie et de m'avoir invité. Également, Christian, merci beaucoup. Et Alternative Économique. Et puis, merci à Héloïse pour cette belle introduction. Je pense qu'il pose vraiment bien le débat. Et moi, l'angle que j'aimerais prendre pour aborder la question de la mondialisation et de l'emploi, et en particulier de ses effets sur l'emploi en France,
c'est raisonner à partir donc d'une distinction entre deux catégories d'emplois. Donc d'un côté, les emplois qui sont exposés à la concurrence internationale, donc qui sont délocalisables. Pourquoi ? Parce qu'ils produisent des biens et des services qui s'échangent internationalement, si bien que la production peut très bien être réalisée depuis l'étranger. Donc les emplois exposés d'un côté. De l'autre côté, on a les emplois qui sont plutôt abrités de la mondialisation et qui donc produisent des biens et des services qui ne circulent pas en fait entre les pays. Donc ils font face à une concurrence qui peut effectivement être très vive, mais cette concurrence est uniquement locale, voire nationale. Donc on a là évidemment une dimension géographique. Donc un exemple tout bête, vous sortez, vous allez acheter une baguette de pain, vous mettez en concurrence les boulangers de votre quartier et globalement ça s'arrête là. Alors que quand vous achetez un téléphone portable, vous mettez en concurrence des entreprises et donc des emplois qui sont localisés aussi bien en Chine, aux États-Unis ou en Corée. Donc avec Pierre-Noël Giraud, on a essayé de quantifier, de connaître l'importance de ces deux catégories d'emplois donc, dans le cas de la France. Alors quelques chiffres, l'emploi exposé, donc selon nos estimations, représente environ un quart de l'emploi total en France. Donc c'est beaucoup d'emplois de l'industrie, beaucoup d'emplois dans les services exportables et un peu d'emplois dans l'agriculture. Et donc je dirais un quart seulement. Et ce qui est peut-être encore plus surprenant, voire inquiétant, c'est que le nombre de ces emplois s'est assez nettement réduit dans les 15 dernières années. Donc moins 6% depuis la fin des années 90. Donc ça veut dire que la plupart de nos emplois en France sont plutôt abrités de la concurrence internationale. Donc c'est les emplois publics, les emplois de proximité, coiffeurs, vétérinaires, chauffeurs de taxi, etc. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir ces ordres de grandeur en tête. Et d'ailleurs, vous retrouverez tous les chiffres. On a une étude de la Fabrique de l'Industrie qui est offerte à l'entrée de la salle. Je pense qu'il y a des exemplaires pour tout le monde. Voilà. Donc l'emploi exposé se contracte en France, mais en même temps, les emplois qu'on parvient à maintenir sur notre sol sont de mieux en mieux payés, de mieux en mieux rémunérés et de plus en plus productifs. Donc d'un côté, c'est bien parce que on a un secteur exposé à la concurrence internationale qui offre des emplois de qualité, mais d'un autre côté, évidemment, on aimerait voir plutôt le nombre de ces emplois augmenter et pas se réduire. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, pourquoi l'emploi exposé décline ? C'est d'abord parce que l'emploi industriel, donc les emplois industriels sont des emplois exposés, parce que l'emploi industriel se réduit. Depuis la fin des années 90, on a perdu environ 1 million d'emplois industriels. Alors on a certes créé 600 000 emplois dans les services exportables, mais bon, vous voyez la différence, on a un déclin de l'emploi exposé à la concurrence internationale. Donc maintenant, si j'en reviens un peu à la question de la mondialisation et de ses effets sur l'emploi, on aura d'autres interventions qui donneront davantage d'éléments ensuite. Mais moi, j'ai trouvé aucune étude qui montrait que le commerce international, la concurrence étrangère, expliquait la majorité des destructions d'emplois dans l'industrie. Si l'emploi industriel décline, c'est d'abord en raison du progrès technique. Donc le fait que des robots, des ordinateurs se substituent progressivement au travail des humains. Non, le problème avec la mondialisation, c'est que ces effets sont très localisés. Ils peuvent donc être assez dévastateurs au niveau des bassins d'emploi. Et c'est ce que vous disiez dans l'exemple que vous donniez dans l'introduction. Si on a des difficultés, si les salariés de Whirlpool sont en colère et qu'on a une résonance médiatique aussi forte que ça, c'est en partie parce que lorsqu'une boîte industrielle ferme dans un territoire relativement peu dense et qu'il n'y a aucune autre entreprise sur ce territoire qui est capable de recruter pour soutenir l'emploi, on peut avoir des effets locaux qui sont assez dévastateurs. Donc la mondialisation contribue à un phénomène de divergence qu'on peut observer entre les territoires. Si on se place maintenant au niveau plutôt des individus, les coûts associés à la mondialisation, à la concurrence internationale,
dépendent de la facilité avec laquelle les travailleurs exposés licenciés parviennent à retrouver un emploi. Donc c'est notamment l'enjeu qu'on a avec Whirlpool, avec d'autres entreprises industrielles qui ferment. Alors, avec ma collègue Eugénie Ténézakis, on a essayé justement de savoir ce que devenaient les salariés licenciés lorsque leur unité de production, enfin leur entreprise, ferme. Et on n'a pas uniquement regardé des salariés exposés à la concurrence internationale, on a également comparé leur situation avec des salariés qui sont plutôt abrités de la mondialisation. Et ce qu'on trouve, c'est qu'effectivement, les salariés exposés, en particulier ceux de l'industrie manufacturière, lorsqu'ils sont licenciés, lorsque leur entreprise ferme, ils ont plus de difficultés à retrouver un travail que les salariés des secteurs abrités. Et ils sont plus souvent amenés que les autres à changer de métier, à devoir se reconvertir, et plus souvent confrontés à des baisses, à des réductions de salaire dans leur nouvel emploi. Et si bien, et alors, peut-être une interprétation qui est la nôtre, on pense que c'est bien souvent parce que dans l'industrie notamment, on a des travailleurs qui ont des compétences métiers très techniques, très spécifiques, donc qui ne sont pas facilement valorisables dans d'autres métiers. Ils ont aussi souvent beaucoup d'expérience, d'ancienneté dans l'entreprise et pas forcément beaucoup de diplômes. Donc ça peut freiner un peu le retour à l'emploi. Et aussi des barrières géographiques, parce qu'au sein des secteurs industriels, les sites de production sont parfois très distants. Si bien que si vous perdez votre emploi, si votre entreprise ferme, pour retrouver un emploi équivalent, vous devez parcourir plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres pour retrouver un emploi, ce qui vous force à la reconversion. Donc si bien, et c'est ce que montrent les études, la littérature scientifique sur le sujet, je pense que Clément en parlera ensuite, c'est que les chocs de commerce se résorbent très lentement, ça peut être 10, 15 ans, voire plus. Et ce qui peut aider à comprendre un peu la situation politique actuelle, c'est que les gens, quand ils votent, enfin en tout cas aux États-Unis, quand ils votent, ils raisonnent à horizon de leur vie. Donc, s'ils ont peu de perspectives de reconversion, on a beau leur dire que la mondialisation, c'est bénéfique à tous, ou que ce sera bénéfique à très long terme, ils ne sont pas forcément super chauds pour être les sacrifiés de l'histoire. Voilà, donc là, on est tous économistes ici, donc je pense que s'il y a un message à marteler, c'est que, évidemment, la mondialisation crée des gagnants. Parce que là, j'ai parlé de la face un peu sombre, mais il y a quand même des aspects, beaucoup d'aspects positifs à la mondialisation. Mais là, on est dans une phase où peut-être on étudie davantage qu'avant ces aspects négatifs. Et donc, il faut marteler qu'ils existent évidemment et que surtout, il faut trouver des moyens de compenser efficacement ceux qui perdent leur emploi, ceux qui sont touchés par des chocs de commerce, de concurrence étrangère. Et c'est, selon moi, voilà, donc, reconnaître l'existence de perdants, mais aussi faire en sorte qu'il y ait moins de perdants. Et ça, c'est d'abord armer les individus, leur donner les compétences qui leur permettent de s'adapter. Donc des compétences, développer la formation tout au long de la vie, évidemment, une montée en qualification, développer les compétences techniques, métiers spécifiques, évidemment, mais surtout développer des compétences plus transversales, les capacités verbales, le relationnel, le savoir-être, la capacité à résoudre des problèmes un peu inédits, pour justement pouvoir s'adapter, surtout dans un contexte d'économie digitalisée, pouvoir s'adapter et ainsi assurer une circulation assez fluide des individus entre les entreprises, entre les territoires, et justement faire qu'il y ait moins de perdants avec cette mondialisation. Donc il est temps de conclure. 3 points peut-être à retenir de mon intervention. La plupart de nos emplois, je le répète, sont plutôt abrités de la mondialisation. 2, la mondialisation, et je pense que Clément en parlera ensuite, a des effets négatifs concentrés et donc visibles sur certains territoires et sur certains types de métiers.
Et un dernier point qui me paraît important, c'est favoriser évidemment les mobilités, la montée en compétences des gens, mais, et c'est peut-être mon biais parce que je travaille à la Fabrique de l'Industrie, mais il y a de la place pour des politiques de soutien au niveau local à l'industrie. Parce que s'il y a bien un secteur qui est déterminant dans la cohésion territoriale, qui tire la croissance par des gains de productivité, qui a, faut le dire, été assez délaissé pendant pas mal d'années, alors qu'il offre des emplois de qualité qui sont en moyenne mieux rémunérés que dans le tertiaire, c'est l'industrie. Donc je pense que on peut faire davantage pour soutenir les secteurs productifs qui sont un véritable moteur souvent du développement économique local. Merci. Merci. Oui, on peut applaudir. Les chocs les chocs de commerce mettent longtemps à se résoudre. Moi, l'une des raisons qui m'a poussé à proposer à Pierre-Pascal Boulanger d'organiser cette table ronde, c'est une étude d'il y a 2 ans de la Banque d'Angleterre qui a regardé les régions où l'industrie textile était très forte en Angleterre au début des années 80, avec l'ouverture à la concurrence des pays émergents. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, on montre que dans ces régions, il y a moins d'emplois, que les gens sont plus retirés, qu'il y a des problèmes d'emploi toujours plus forts relativement que dans les autres régions où il n'y avait pas d'industrie textile. Vous voyez, début des années 80, on est en 2019, l'étude est publiée en 2017. Une autre raison qui m'a incité à proposer cette table ronde, elle a été complètement confirmée par le sondage. Vous savez que le thème du travail est le thème général du Printemps de l'économie cette année. Et à l'occasion, le Printemps de l'éco organise toujours un sondage. Et il y a 2 questions intéressantes. D'après vous, quels sont les facteurs de mutation du travail ? La mondialisation, répondent les Français. Vous répondez 11% seulement. Pas terrible. Le premier truc le plus important, à 57%, c'est le changement technologique. Donc on est en plein en face de ce que vient de dire l'intervenant. Et pourtant, lorsqu'on dit d'après vous, quelle est la première source de création du chômage? Et la première source, les délocalisations avec 32%. Donc il faut aussi qu'on soit essayer de se mettre au clair. Longtemps, les économistes nous ont dit oui, il y a des effets redistributifs avec la mondialisation, mais c'est pas grand-chose. Et puis je ne vais pas déflorer ce que va dire Flora, mais Paul Krugman, j'ai fait aussi un papier dans l'Alternative économique là-dessus. Paul Krugman, qui à un moment donné arrive, dit mais qu'est-ce qu'on a loupé? Est-ce qu'on a loupé quelque chose en disant il y a des effets, mais ils sont faibles? On a loupé quelque chose. Dani Rodrik, un économiste turc qui est installé aux États-Unis, donne une interview à la fin 2018. Il dit la mondialisation a contribué à déchirer les tissus sociaux. Dani Rodrik, c'est pas un gauchiste extravagant, hein. C'est quelqu'un plutôt sérieux qui reste dans la méthodologie d'économie dominante, classé plutôt à gauche aux États-Unis. Bon, mais il nous dit quand même une phrase extrêmement forte: déchirer les tissus sociaux. On est vraiment là sur des phrases très fortes. Donc maintenant, Flora Bellon de l'Université Côte d'Azur va nous présenter un petit peu ce débat chez les économistes. Et puis après, vous verrez, on aura 2 exemples bien concrets de ce débat théorique des économistes. Flora. Merci beaucoup, Christian, et merci au Printemps de l'économie de m'avoir convié à cette table ronde. C'est vrai que l'impact de la mondialisation sur l'emploi est un sujet passionnant et où énormément de choses, où les lignes bougent énormément dans la recherche en économie sur ce thème-là. Donc c'est tout à fait important pour nous de relayer ces développements extrêmement récents vers le grand public. Donc je vais prendre le point de départ qu'a ouvert Christian sur ce sondage. C'est-à-dire que le premier point, première question que je vais poser, c'est comment expliquer et comment interpréter l'écart, le fossé si grand qu'il y a entre l'opinion publique d'un côté, qui est plutôt, on va dire, pour faire bref, globalement négative sur la mondialisation et merci. Je me servirai juste un petit peu de mes slides, pas trop, pour ne pas dépasser trop mon temps de parole. Donc, on a d'un côté cette opinion publique qui est globalement négative, et puis de l'autre côté, on a l'avis des experts qui est resté très longtemps très consensuel, très positif, dans le sens où la mondialisation, les gains de la mondialisation surpassent largement
les tensions ou les chocs qu'elles occasionnent et qui sont très localisés ou qui sont limités sur l'emploi. Donc on a deux avis. Donc c'est une des questions économiques où je pense le fossé est le plus grand entre les experts et l'opinion publique. Donc, alors, sur ce plan-là, effectivement, l'opinion publique, on l'a rappelé avec le sondage, même s'il peut paraître un peu contradictoire, mais l'opinion publique est négative essentiellement par la peur qu'il y ait une destruction nette d'emplois en France liée aux délocalisations et également par le fait qu'on a l'impression que la mondialisation actuellement contribue fortement à accroître les inégalités et contribue fortement à accroître les inégalités entre les détenteurs de capitaux, d'un côté, entre les multinationales françaises qui profitent, et donc les actionnaires de ces multinationales qui profitent de la mondialisation, et les travailleurs, les ouvriers, qui au contraire sont heurtés par la mondialisation. Donc il y a aussi cette dimension qui est très importante dans le ressentiment ou dans les craintes qui s'expriment de la part de l'opinion publique. Donc ces craintes, il y a juste quelque chose à préciser, c'est qu'elles ont toujours existé. Donc effectivement, alors je peux utiliser un de mes slides. D'accord. OK. Si on passe à l'autre slide, voilà, juste celui-là. Ces craintes, elles existent depuis toujours, c'est-à-dire qu'elles sont présentes depuis la révolution industrielle. Donc j'ai mis cette citation de Paul Destournel de Constant, prix Nobel de la paix de 1909, qui à la fin du 19e siècle écrivait, donc ce qui a écrit « Aussitôt outillée, la Chine utilisera la plus incomparable et la plus avantageuse des main-d'œuvre, l'ouvrier chinois. Elle le paiera 5 sous, tandis que nous payons les nôtres 5 francs. Elle ne se contentera pas d'écarter nos produits, elle nous vendra les siens. De la défensive, elle passera à l'offensive. » Et ça, c'était en 1898. Donc, on peut dire qu'il s'est trompé d'un siècle, un peu. Donc, la question, c'est pourquoi ? Pourquoi un siècle plus tard voilà. Ces craintes, elles ont fluctué. On a toujours eu des craintes de l'opinion publique, plus ou moins fortes. Elles se sont résorbées beaucoup dans les 30 glorieuses, et puis elles ont réapparu au moment où le chômage remontait, dans les années 80. Et là, elles ont donc de nouveau été assez virulentes. On a eu peur on a de la concurrence en particulier. Il y avait le rattrapage du Japon, il y avait ces choses-là. Et on a ouvert beaucoup de débats sur la compétitivité des pays. Est-ce que les pays sont en concurrence ? Est-ce qu'il y a des gagnants et des perdants à la mondialisation ? Non pas des gagnants et des perdants au sein de chaque pays, mais des gains globaux pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des pays gagnants et des pays perdants à la mondialisation ? Et ce débat a été, dans les années 80, totalement clos. Enfin, les experts économistes ont vraiment lutté contre ces craintes et ont démontré de manière assez robuste que les pays industrialisés, donc je parle l'Europe et les États-Unis, les pays européens et les pays et les États-Unis, dans ces années-là, et en fait jusqu'au début des années 90, n'ont pas souffert, l'emploi n'a pas souffert des délocalisations, du début de l'essor des multinationales. Donc, création nette d'emplois globalement liée à l'ouverture internationale de ces économies, énorme gain en termes de pouvoir d'achat pour les consommateurs, baisse des prix, accroissement de la variété des biens consommés. Donc ça, ce sont des choses qui ont été mesurées, établies empiriquement et solidement par les économistes. Donc à la limite, c'est ce que je... Ah non, voilà. Alors on laisse tomber. Oui. Donc on oublie, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été bien établi. Et donc du côté des experts, on a un avis qui a été consensuellement et globalement positif sur la mondialisation, qui est porté donc par les grandes institutions
économique de manière un petit peu, pour elle, incantatoire, parce que la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, avec un peu d'idéologie derrière, mais qui était aussi sous-tendue par des mesures claires pour les pays industrialisés. Néanmoins, dans ces années-là, quand on cherchait à mesurer l'impact de l'ouverture internationale pour les pays en voie de développement, ou le rôle de l'ouverture internationale pour la croissance des pays en voie de développement, pour l'émergence, on avait beaucoup moins d'effets, on n'arrivait pas à voir d'effets positifs pour ces pays-là. Donc il y a eu des évidences aussi solidement établies, notamment par Dani Rodrik, que pour certains pays en voie de développement, sur la période de 1945 jusqu'à, et puis même précédant cela, jusque dans les années 90, certains pays ont fortement souffert de leur ouverture internationale, se sont enfermés dans des spécialisations appauvrissantes, ont accentué leurs problèmes de chômage, ont formé du capital humain qui se retrouve inembauchable parce qu'il n'y a pas d'industrie qui se développe. Donc les problèmes d'emploi liés à la mondialisation sur cette période-là, ils existaient, mais pas pour nous. Voilà ce que je veux dire. Et ça, c'est un fait. Voilà. Maintenant, il y a une rupture dans la vie de ces experts, et cette rupture, elle apparaît au milieu des années 2000. Moi, je la situe à avant la crise financière, c'est important de le dire, sur la base des nouveaux faits stylisés, de ce qu'on a mesuré sur la période 1990-2005, par exemple, puisque les premières études sont apparues. C'est ce qui fait que Paul Krugman, en 2017, alors que c'était le plus farouche opposant de la notion de compétitivité des pays dans les années 80 et début des années 90, en 2007, il dit on doit reconnaître qu'il y a un côté sombre à la mondialisation, on doit reconnaître que la concurrence des pays à bas salaire joue maintenant une part significative sur la polarisation de l'emploi, pas forcément encore en termes de chômage net, de destruction nette d'emploi, ça c'est des études plus récentes de David Autor au MIT sur les États-Unis, mais on ne peut plus ignorer le fait qu'il y a des impacts négatifs, au moins en termes d'accroissement de pression à la baisse sur les salaires, d'accroissement des inégalités et de chômage aussi dans les pays industrialisés. Donc cette rupture, elle est tout à fait réelle, et la question qui se pose, donc ça veut dire qu'il y a une certaine convergence aujourd'hui entre l'opinion publique et l'avis des experts, une convergence qui est relative, parce que comme l'a très bien dit Philippe, si vous demandez à un économiste est-ce que les délocalisations sont la cause première du chômage en France, je pense qu'on est consensuel à dire non encore, non. Voilà. Donc il faut voir, mais en revanche, on reconnaît, et c'est pas qu'on reconnaît parce qu'on s'était trompé avant, on mesure des effets significatifs et négatifs sur l'emploi qu'on ne mesurait pas avant. Donc, à partir de là, je vais dire, parce que je parle trop, sur le plan de la théorie. Donc, quelque part, on peut se dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez bien anticipé ces modifications ? Eh bien, parce qu'en fait, ces modifications, elles sont liées. Une des hypothèses, qui est en particulier l'hypothèse qui est développée par Richard Baldwin dans son ouvrage « La Grande Convergence », une hypothèse que je présente aussi avec mon co-auteur Appel Capini dans l'ouvrage « La compétitivité des pays », un petit ouvrage aux éditions La Découverte, c'est qu'il y a eu un changement technologique. Donc c'est une cause qui est relativement technologique. Oui, il y a l'ouverture de la Chine, mais pourquoi est-ce que ces délocalisations ont pris un essor sans précédent ? Pourquoi est-ce que les nombres de multinationales étaient multipliés par 3, le nombre de filiales multiplié par 10 sur des années 90 à maintenant ? Parce qu'on a des nouvelles technologies qui permettent les transferts de connaissances, qui ont baissé le coût des transferts de connaissances. Donc on est en fait dans une nouvelle forme de mondialisation. La mondialisation précédente, c'était une mondialisation où les pays étaient un peu... où les pays industrialisés, on va dire des choses comme ça, où les travailleurs des pays industrialisés avaient une sorte de rente de situation, de rente de monopole sur la technologie qui est développée dans les pays industrialisés. Parce que cette technologie, elle se combine avec le travail qui est disponible. Ça, c'est quand on peut échanger les biens facilement, mais quand les technologies se transfèrent difficilement. Lorsque les technologies se transfèrent beaucoup plus facilement, et tout l'enjeu des débats
actuellement et des enjeux de guerre commerciale actuellement se jouent sur les transferts de technologies entre la Chine, les États-Unis et l'Europe en particulier. Lorsque les technologies se transfèrent facilement, la technologie qui a été inventée dans les pays industrialisés, elle peut se combiner avec le travail qui est beaucoup moins cher, qui est disponible dans les pays en voie de développement, et ça crée une pression de fait à la baisse sur le prix du travail et sur l'emploi dans les pays industrialisés. Donc je n'ai pas le temps de développer cet argument théorique trop loin, mais ce que vous devez comprendre, c'est que ça joue sur des dynamiques d'agglomération d'activités industrielles et de redispersion d'activités industrielles. Si on suit ce raisonnement, on peut aller jusqu'à dire qu'il y a des pays gagnants, qu'il peut y avoir des pays globalement gagnants et perdants à la phase de mondialisation actuelle. C'est en ce sens que c'est important de le souligner. Et le graphique que je voulais montrer, c'était le graphique de Branko Milanovic, simplement parce qu'il est quand même, il est là depuis 2016. C'est la courbe de l'éléphant, il est très important. Bon, peut-être que vous le connaissez déjà, mais encore une fois, il n'y a pas de causalité, mais il y a juste une observation sur la période, donc la fin, le début des années 90 jusqu'en 2008, parce que ce sont des données, on aimerait bien avoir ça sur tout, mais c'est des données donc individuelles. Vous avez la répartition de la distribution des revenus dans le monde des ménages. Donc vous avez des ménages les plus pauvres, donc certainement une femme, un ménage monoparental en Afrique, une femme qui travaille sa terre en Afrique, jusqu'aux individus les plus riches là-bas au fond, qui sont donc Bill Gates, Mark Zuckerberg, donc les grands patrons de multinationales des GAFA. Et si vous regardez l'évolution de la croissance du revenu pour ces catégories de ménages, des plus pauvres jusqu'aux plus riches, vous voyez que la phase actuelle, donc des années 90 à maintenant, oui, il y a un gros problème dans les pays industrialisés entre l'élite qui a vu sa richesse augmenter énormément et les classes moyennes qui a vu sa richesse stagner ou voire décliner, comme aux États-Unis avec le revenu médian. Mais qui c'est qui a vu aussi sa richesse augmenter très rapidement? C'est la classe moyenne dans les pays émergents. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour eux, même si c'est une moins bonne nouvelle pour nous. Donc voilà. Donc c'est cette combinaison entre peut-être les détenteurs de capitaux chez nous et le travail dans ces pays-là. Et puis les plus pauvres, eux, sont toujours perdants dans cette phase-là de la mondialisation. Donc j'ai été un peu... Alors dès qu'on dit qu'il peut y avoir des pays gagnants, et je vais parler une minute et ensuite on verra avec les questions, je vais conclure. Dès qu'on dit qu'il y a des pays gagnants et des pays perdants à la mondialisation, et qu'on est économiste et qu'on essaie de travailler sérieusement, on a très peur d'être récupéré par les arguments populistes et par les arguments nationalistes et par les partis. Donc, de suite, quand on dit ça, on dit, mais attention, les phénomènes sont complexes et les implications de politique économique de ce que je viens de dire, par exemple, n'impliquent absolument pas qu'une politique de protectionnisme à la Trump soit la solution. Non, mais par exemple, ou n'implique absolument pas qu'un repli sur soi soit la solution. Donc, je reste sur cette ouverture. J'espère qu'on réabordera le débat de politique économique plus tard. Mais voilà, je veux dire que quand on dit ça, on dit quelque chose, je pense, qui est maintenant une hypothèse qui est vraiment sérieuse, qu'il peut y avoir des pays gagnants, des pays perdants, mais on ne doit pas verser trop vite ou pas sur les bons arguments vers des positions nationalistes. Voilà. Merci Flora, on peut applaudir. Si vous voulez, Thomas Piketty et les gens qui travaillent avec lui ont proposé une courbe de l'éléphant qui va jusqu'en 2016 et qui est à peu près la même forme, même si la pointe monte un petit peu moins haut et les creux et les bosses ne sont pas tout à fait au même endroit, aux mêmes hauteurs, mais voilà, vous pouvez poursuivre. On a fait un magnifique débat à Paris School of Economics la semaine dernière entre Branko Milanovic justement et Thomas Piketty sur ce sujet. On va continuer avec, en passant du cadrage général des arguments entre économistes à des études un peu plus concrètes qui portent sur la France. Moi, j'ai demandé à Clément Malguer de venir parce que lorsqu'il était à la Banque de France, avant d'être à l'Institut des politiques publiques, il a publié une étude
étude, moi, qui m'a frappé. D'ailleurs, j'en ai rendu compte dans Alternative économique, dans laquelle il essayait de mesurer l'impact des importations chinoises sur l'emploi, sur le marché du travail, je dirais, en France. Et de ce point de vue, cette étude empirique très concrète, très à la fois nationale, mais aussi très territoriale, illustre complètement le débat dont Flora vient de parler, à savoir qu'on peut avoir des économistes qui nous disent bah oui, globalement, les effets sont assez pauvres, mais territorialement, avoir des effets extrêmement forts. Je meuble un peu parce qu'il est en train de mettre des piles pour que ça fonctionne. Mais il va nous présenter cette étude maintenant et sûrement d'autres arguments. Ça ne marche pas mieux même avec les piles. Bon. Donc Pierre Pascal va faire le chinois et il va nous passer les slides. Merci. Ok, ouais. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Avant de rentrer dans le détail du type d'études que j'ai menées, j'ai un peu répété ce qu'a dit Flora, mais avec une perspective un tout petit peu différente, sur en fait les études et la façon que les économistes avaient de modéliser le lien entre globalisation, mondialisation et marché du travail traditionnellement. Donc, pour la décharge des économistes, il y a une longue tradition d'études théoriques qui n'est pas du tout naïve sur le fait que la mondialisation et l'ouverture aux échanges commerciaux génèrent des gains agrégés, mais pas des gains individuels pour tout le monde. Donc c'est le focus traditionnel de la théorie est plutôt sur les salaires que sur l'emploi, et postule en fait que effectivement l'ouverture au commerce va générer des gains si on somme l'ensemble des gains. Oui, ok. Mais certains individus, en fonction par exemple de leur niveau de qualification ou de leur industrie initiale, ça dépend des types de modèles, sont même en théorie perdants. En ce qui concerne l'emploi plus précisément et pas les salaires, la théorie traditionnelle est plutôt muette parce qu'en fait la réallocation, le déversement, pour reprendre un peu les termes d'Alfred Sauvy, entre secteurs de la main-d'œuvre est supposé relativement fluide. Et du coup, dans ce type de modèle, et en plus, donc il y a une sorte d'hypothèse de base qui est que si les salaires s'ajustent, les gens vont bouger d'un secteur à l'autre et on n'a pas en fait d'effet de premier ordre sur l'emploi. En plus de ça, ce sont des modèles, des cadres conceptuels qui en fait prenaient peu en compte le rôle de la géographie interne des pays. On considérait un marché de l'emploi national, on avait des données agrégées sur des salaires nationaux et on regardait ce qui se passait au cours du temps, mais on n'avait pas une idée très fine de ce qui se passait au sein des pays. Et donc un exemple par exemple de la focalisation, vraiment de la concentration de l'attention du débat sur inégalité et mondialisation sur les salaires, c'est une revue de littérature influente que je mentionne ici au début des années 2000 qui parle de donc, production mondialisée et inégalité, un survey mais du lien entre commerce et salaire, sans vraiment avoir d'attention sur le nombre ou la qualité des emplois. Merci. Ok, donc au début des années 2000, et c'est un peu le consensus dont Flora parlait, il y a eu une sorte d'analyse empirique qui est focalisée sur les salaires, comme je vous l'ai dit, et l'idée relativement répandue parmi les économistes qu'on va appeler orthodoxes, que le commerce international joue un rôle mineur dans les inégalités salariales. Et le paradoxe, c'est que je trouve en tout cas paradoxal, c'est qu'il y a parallèlement une étude, il y a une grosse littérature qui s'intéresse en fait en économie politique aux déterminants du protectionnisme et qui montre que quand le taux de chômage augmente, les gouvernements prennent des mesures protectionnistes. Donc le commerce n'a pas d'effet sur l'emploi, mais néanmoins quand le marché du travail ne délivre pas assez d'emplois, on voit que le protectionnisme est utilisé et ce qui en fait s'inscrit un peu en faux avec le consensus initial. Merci. Ce qui change avec les années 2000, c'est l'ampleur du phénomène. Okay, donc là, ce qu'on voit, c'est la part des importations de tous les pays de l'Union européenne et des États-Unis en provenance de la Chine et de l'ensemble des pays dits à bas salaire, où bas salaire est défini sur moins de 5% du PIB par habitant en 1980. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est relativement plat au cours des années 80. Les années du consensus sur l'absence de lien très fort entre inégalité, marché du travail et mondialisation.
Et on voit à partir des années 90, et en particulier à partir des années 2000, une forte augmentation de la part des pays à bas salaire dans les importations des États-Unis et des pays de l'Union européenne, donc les principaux pays industrialisés. Et on voit que cette augmentation est principalement déterminée en fait, par la part de la Chine. Okay, donc c'est vraiment l'entrée dans l'OMC en 2001 de la Chine qui en fait introduit une rupture quantitative dans l'ampleur du phénomène qui va un peu amener les économistes à prendre mesure du changement. Donc ça c'est des données pour la France. Donc on voit en noir, donc si on regarde, on s'intéresse simplement au graphique de gauche, ce qu'on voit c'est en noir le déficit commercial vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis des pays de l'Union européenne qui ont intégré l'Union européenne en 2004, donc les pays de l'Europe de l'Est. Et on voit que les deux, en gros, la vraie spécificité de la Chine, c'est en fait non seulement que les importations augmentent, mais que les exportations ne suivent pas du tout. Et c'est vraiment le déficit commercial vis-à-vis de la Chine qui distingue la Chine comme partenaire commercial. Et ça nous amène en fait à une récente vague de travaux qui s'intéresse en fait aux années 2000. Et c'est pas anodin que ce soit des économistes du travail, donc qu'on a mentionné, Autor et Dord, qui sont associés pour avoir une sorte de caution intellectuelle à un économiste du commerce international qui s'appelle Hanson, qui soient intéressés à la question. Donc la question problématique en fait de ces études, c'est que bon, si on suit, par exemple, si on veut s'intéresser à l'effet du commerce international sur l'emploi aux États-Unis, on pense que l'entrée de la Chine en 2001 a un effet sur l'emploi industriel. Le problème, c'est qu'on a deux observations. On a avant-après, mais il se passe beaucoup de choses en même temps. Et donc, du coup, on a beaucoup de mal à établir des liens de cause à effet à partir de données agrégées. Parce qu'en 2001, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi la bulle Internet qui crache. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et l'idée assez simple d'Autor et Dord, c'est de dire, bon, il n'y a qu'une seule économie américaine, mais il y a 700 zones d'emploi aux États-Unis. Okay, donc, et il se trouve que ces zones d'emploi, elles diffèrent fortement dans en fait, la composition sectorielle de leur emploi. Il y a des zones d'emploi qui sont spécialisées dans la pharmaceutique, qui n'a rien à voir avec ce que la Chine produit, et il y en a qui sont spécialisées dans l'électronique ou le plastique, qui ont une forte en fait, superposition avec ce que la Chine va être en mesure d'exporter une fois qu'elle se joint à l'OMC. Et donc, ce qu'ils font, et c'est l'idée vraiment simple de ces nouvelles études, c'est en fait d'utiliser la richesse des données et de faire des comparaisons entre zones d'emploi plutôt que des comparaisons entre pays ou au cours du temps qui sont en fait susceptibles de biais supérieurs. Et donc, c'est vraiment utiliser ces zones d'emploi comme des laboratoires. Okay, et on va comparer en fonction de leur spécialisation, l'évolution de leur emploi. Et les résultats qu'ils trouvent sont vraiment en contraste fort avec ce qui avait été fait auparavant. Ils voient un effet massif de la concurrence sur l'emploi manufacturier. Ils voient également une baisse du taux d'emploi. Et ça, c'est vraiment la chose qui est nouvelle. C'est-à-dire que l'idée, c'était que, effectivement, peut-être que le secteur manufacturier va perdre des emplois, mais la réallocation des facteurs de production va avoir lieu. Il va y avoir un déversement du secondaire vers le tertiaire et le taux d'emploi ne devrait pas être affecté. Ce n'est pas ce qu'ils constatent. Donc le taux d'emploi baisse et il y a peu d'ajustement de la population locale. Donc le marché de l'emploi américain qu'on croyait fluide, fait de salariés mobiles qui sont prêts à déménager pour aller chercher des opportunités d'emploi, et en fait n'est pas vraiment, est un peu en porte-à-faux avec les résultats empiriques de ce qui se passe dans les années 2000. Et en plus de ça, on voit peu de réallocation sectorielle, c'est-à-dire que le secteur des biens, du secteur abrité au niveau local, quand le secteur manufacturier décline, n'arrive pas à compenser les pertes d'emploi local. Donc j'ai participé à j'ai fait une étude où j'ai un peu appliqué la méthode à la France et on voit en fait des effets plus limités mais considérables. Et donc ce qui a été mentionné avant, c'est des effets concentrés et c'est des effets persistants. Et de façon assez cohérente avec ce qui a été trouvé après, et avec le fait que c'est dur de changer de secteur, il y a peu de réallocation entre secteurs ou entre zones d'emploi. C'est-à-dire que les zones d'emploi françaises qui ont pâti de la hausse de la concurrence internationale, en tout cas celle qui est déterminée par l'arrivée de la Chine,
n'ont pas vu leur population baisser. Alors, ils ont vu leur emploi manufacturier baisser, et ils ont vu aussi l'emploi dans le secteur des services marchands baisser, certainement du fait d'effets de demande agrégés au niveau local. Elles sont où ces autres? Et donc, j'ai pas mis la carte. Mais si vous si vous tapez, si vous allez sur mon site internet, vous avez la carte, etc. Ça marche pas, on est d'accord. Donc, et là, on va un peu dans le bémol de ce type d'étude, c'est qu'il y a des limites. En fait, c'est en comparant des zones d'emploi plus ou moins affectées, cette étude, en fait, ce type d'étude ne prend pas en compte ce qu'on appelle des effets d'équilibre général, mais pour prendre un exemple clair, on n'arrive pas à distinguer deux scénarios. Il se pourrait que l'arrivée de la Chine sur l'OMC ait stimulé l'emploi partout en France, mais moins dans les zones d'emploi qui sont très affectées directement par la concurrence chinoise. Un autre scénario serait un cas où la Chine, en fait, l'entrée en Chine a détruit des emplois, mais plus dans les endroits qui étaient directement en compétition. Donc on ne peut pas, à partir de cette comparaison de zones d'emploi, avoir une idée très claire sur les effets agrégés. Ce qui est clair, c'est que les effets locaux, comme je l'ai dit, sont persistants et assez forts. Et je pense qu'un mot donc, du coup, sur le rôle particulier du secteur manufacturier, c'est que c'est bien documenté que le secteur manufacturier, c'est un secteur plus syndicalisé. C'est aussi un secteur où, en fait, à niveau de compétence égal, le salaire est supérieur. Donc, le fait que, même si la mondialisation n'affectait pas le niveau général de l'emploi, mais juste sa composition, ça a des implications pour le partage de la valeur ajoutée, parce que ça va détruire plutôt des emplois où le partage de la valeur ajoutée est favorable au facteur travail. Voilà, donc juste un peu une mise en perspective. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, l'emploi est en fait une variable d'ajustement importante au commerce international, alors que les salaires, traditionnellement dans la théorie, étaient censés être la variable d'ajustement principale. Et le déversement d'un secteur à l'autre est plus coûteux socialement et individuellement, comme ça a été mentionné avant, qu'anticipé. C'est dur de déterminer si le choc lié à l'entrée de la Chine dans l'OMC et à sa croissance est fini. On peut penser que le plus gros est passé, dans le sens où la croissance est moins orientée vers les exportations en Chine qu'elle ne l'était auparavant. Néanmoins, il y a aussi une montée en gamme des industries et des firmes en Chine qui nuance un petit peu peut-être le caractère moins orienté vers les exportations de la croissance. Pour finir, et là c'est vraiment un champ de recherche ouvert, c'est qu'on a parlé des effets redistributifs sur le revenu de la mondialisation, mais les effets redistributifs de la mondialisation, ils dépendent des effets sur le revenu, mais aussi des effets sur le prix à la consommation. Et c'est traditionnellement les effets positifs que les économistes ont mis en avant. Or, s'il est établi maintenant assez clairement que les effets sur le revenu négatifs sont plutôt concentrés dans le bas de la distribution des revenus ou dans le milieu, on ne sait pas trop si les effets consommation, c'est-à-dire je vais avoir accès à des biens, à des paniers de biens moins chers, bénéficient plutôt aux ménages modestes ou pas. Donc, donc là, je vais finir là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une partie des statistiques qui auraient tendance à nous faire croire que oui, parce que les ménages du bas de la distribution des revenus ont une part de leur budget plus importante dépensée sur les biens qui sont théoriquement importables. Néanmoins, il se trouve, quand on regarde les données un peu plus finement, que les ménages les plus aisés, lorsqu'ils achètent des biens en principe importables, ont plutôt tendance à se tourner vers les biens étrangers. Donc vraiment, l'effet redistributif via les prix à la consommation et comment il est distribué le long de la distribution des revenus est une question de recherche active sur laquelle il y a encore peu de réponses définitives. Merci.
Et de ce fait, ce dernier point est vraiment important parce que du coup, à l'inverse, si on veut mesurer les effets redistributifs et en termes de différents types de revenus du protectionnisme, c'est aussi intéressant parce qu'on a les effets de la mondialisation. Mais du coup, est-ce que le protectionnisme a vraiment un effet? Je me rappelle toujours ce livre d'Arthur Lewis, des prix de la Banque de Suède en économie, parce que vous savez qu'il n'y a pas de prix Nobel d'économie, pardon pour cette petite parenthèse. Mais pour Arthur Lewis qui a publié un livre magnifique, historique sur la crise des années 30 et qui montre qu'en fait, le protectionnisme des États a eu assez peu d'effet sur le commerce international. Donc ça va faire hurler peut-être quelques économistes, mais un livre qui fait réfléchir. Dernière présentation, celle de Claude Serfati, encore un peu d'empirie sur des pays, sur des secteurs, pour essayer de mesurer vraiment concrètement ces effets de la mondialisation sur l'emploi. Claude. Oui, merci pour l'invitation. Donc, quelques enseignements d'une étude qui a duré 2 ans, réalisée pour le Bureau international du travail, sur le titre que vous voyez se dérouler, l'impact des restructurations des chaînes de valeur mondiales sur les systèmes productifs au Brésil et en France dans le cadre de l'automobile et de l'aéronautique, 2 secteurs qui sont encore des secteurs manufacturiers en France. Il y en a plus beaucoup. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, la mondialisation, c'est un phénomène multiculturel, géopolitique, économique, culturel, mais je m'intéresserai ici aux dimensions économiques. Et dans ces dimensions économiques, même si je crois beaucoup à l'effet de structure, je connais les contraintes de structure de la dynamique du capitalisme mondial, les contraintes de rentabilité financière, innovation technologique. L'économie mondiale, ce n'est pas un espace nivelé de façon égalitaire. Le protectionnisme des États-Unis a peu à voir avec celui de la Côte d'Ivoire. Le protectionnisme organisé par l'Union européenne contre les pays du Sud a peu à voir avec celui de la Chine. Bref, si je connais les contraintes structurelles de la dynamique du capitalisme mondial, je voudrais ici m'intéresser aux acteurs, et en particulier, puisqu'on parle de mondialisation, aux grandes entreprises multinationales. Vous avez là un certain nombre de données basiques développées par les institutions internationales qui devraient quand même inviter la recherche à s'intéresser effectivement à ces grands acteurs que sont les firmes multinationales. Vous voyez que plus d'un tiers de la production mondiale est réalisée par les entreprises multinationales. Je ne veux pas vous écraser avec des chiffres, donc je ne vous dirai pas qu'en plus, ce sont la première centaine de multinationales qui dominent le monde, mais à chaque fois qu'on parle de multinationales, il faut penser à un nombre extrêmement restreint. Vous voyez que 92 des 100 premières entreprises multinationales sont des pays développés. Déjà, on ne parle plus en général des multinationales, mais finalement de celles des pays développés. Et sur les 8 restants, pays émergents, eh bien, il y en a 4 de la Chine. Donc vous voyez, je pense, les effets d'inégalité auxquels je me référais précédemment. Voilà. Alors, suivant, s'il vous plaît. C'est dans ce cadre-là, je pense qu'il faut s'intéresser à l'économie mondiale. Enfin, ce n'est pas que dans ce cadre-là, bien entendu, mais en tout cas dans ce cadre-là qu'on s'est intéressé, et en particulier à ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales. Les chaînes de valeur mondiales, la grande hypothèse théorique, on peut dire, qui est derrière notre rapport, qui sous-tend notre rapport, c'est que ce sont des constructions de ces grands groupes multinationaux dont je viens de parler. Ce n'est pas en général des produits de l'innovation technologique, en général le produit de la déréglementation des marchés internationaux, c'est en particulier une construction stratégique des entreprises multinationales. Et le problème, un des problèmes auxquels est confrontée l'économie mondiale et aussi les gouvernements nationaux, c'est que cet espace est global, pas global seulement dans le sens mondial, global dans le sens où vous diriez j'ai une vue globale, j'ai une vision globale, c'est-à-dire une vision stratégique, et c'est un espace interne à ces multinationales qui, par définition, ne correspond pas à l'espace international, au sens, disons, qui sépare les nations, dans lesquelles les comptables nationaux essayent de mesurer les flux d'échanges. Cela est très important. Triple dimension, disais-je, de ces chaînes de valeur mondiales. C'est une filière au sens technologique, il faut des matières premières pour les transformer, pour les amener au produit final et avoir ensuite des activités de maintenance et de support client, mais c'est aussi un espace stratégique très important, celui dans lequel les grands groupes multinationaux construisent des rapports de force asymétriques avec le reste de la filière, sauf les grands fournisseurs de ces grands groupes, mais avec les PME en particulier, et même certaines multinationales des pays du Sud. Et c'est un espace enfin de valorisation dans le sens où, comme je le disais au départ, les contraintes qui s'imposent à toute entreprise, c'est une rentabilité financière pour ces
pour ses actionnaires, et c'est donc comme ça qu'il faut comprendre ce que sont les chaînes de valeur mondiales. Le problème, on le voit en particulier sur ce dernier point, le problème du désajustement entre l'espace construit par les multinationales, qu'on va appeler chaîne de valeur mondiale, et l'espace international qu'on connaît depuis des siècles, eh bien, c'est qu'il ne se correspond pas. Et aujourd'hui, vous avez toute une littérature désespérée en partie, des comptables internationaux sur les balances des paiements. Balance des paiements, c'est en gros la mesure des échanges commerciaux et financiers internationaux entre nations, entre pays, qui constatent qu'ils mesurent de moins en moins de choses parce que les multinationales sont aujourd'hui capables de faire circuler des flux de services. L'avantage d'un service, c'est que ce n'est pas matériel, donc ce n'est pas contrôlé par un douanier à une douane, et ça donne la possibilité de toute une série de pratiques, de stratégies, soit d'optimisation fiscale, soit de toute autre nature. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, que dit la littérature maintenant sur les chaînes de valeur globale et, disons, par rapport à ce qui nous intéresse, l'emploi? La première idée, bon, je la rappelle évidemment en m'excusant auprès de mes collègues, c'est une évidence, c'est que la division des tâches s'est substituée à ce qu'on appelait la division internationale traditionnelle du travail, dans lequel les pays, le Portugal par exemple, étaient spécialisés dans le vin et l'Angleterre dans le textile. Aujourd'hui, la décomposition mondiale, la segmentation et la fragmentation mondiale des processus productifs permet de produire un petit segment de production du produit final dans un pays, le renvoyer dans un autre pays. Je passe sur les problèmes d'environnement, hein, ce n'est pas mon problème. Hein, et c'est pour ça que vous avez, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, 60% des échanges de biens mondiaux qui sont des biens intermédiaires, c'est-à-dire des biens qui produits dans un pays vont ensuite être envoyés dans un autre pays pour y être assemblés, composés avec d'autres éléments du système final. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'en réalité, on n'est plus dans le monde donc, de Ricardo, pardonnez-moi pour les non-experts, hein, on n'est plus dans un monde où les nations peuvent être en compétition avec des avantages comparatifs propres. On est dans un monde de chaîne de valeur mondiale, malheureusement. Et l'alternative qui est laissée aux pays, parce que ces économistes ont quand même une vision des pays, eh bien c'est soit de construire leur propre chaîne de valeur, soit de les rejoindre. Évidemment, l'alternative est complètement fausse. L'économiste le plus brillant de cette génération, Richard Baldwin, nous explique que la seule solution, c'est de rejoindre ces chaînes de valeur mondiale. Je vais en donner quelques conclusions à partir de notre étude. Pourquoi il faut rejoindre ces chaînes de valeur mondiale? Parce qu'il y aura ce qu'on appelle les effets, le mot est quasiment pas traduit en français, d'upgrading, on pourrait traduire ça par remonter des filières pour l'ancien temps des années passées, hein, c'est-à-dire que vous commencez par produire des t-shirts vraiment de très faible qualité, et puis si vous avez quoi, je ne sais pas pour l'instant, si vous avez en tout cas des opportunités, vous finirez par produire des machines textiles qui permettent de produire ça, c'est-à-dire des produits quand même à beaucoup plus forte valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelait dans ma jeunesse la remontée des filières. L'upgrading, c'est quelque chose qui est promis à tous les pays qui se lanceront dans l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Curieusement, je passe sur les raisons, il n'y a pas de recommandation pour les pays développés, sans doute reconnaissance tacite que les chaînes de valeur mondiale sont construites par les pays développés. Suivant, s'il vous plaît. Donc, je voudrais maintenant venir à quelques enseignements de notre étude. D'abord les faits, et ensuite je conclurai sur les enjeux. Alors, je rappelle que je parle de deux secteurs particuliers, puissants dans les deux pays. Nous avons choisi des industries manufacturières puissantes, très différentes, hein, très inégales, mais puissantes dans les deux pays. Rappelle les deux pays. Pardon, c'est la France et le Brésil. Hein. La France et le Brésil. Le Brésil est la 9e puissance classée par le produit intérieur brut mondial et a construit, un peu à l'image pour les non-connaisseurs, un peu de la France, des politiques industrielles parfois très volontaristes, un peu à l'image, hein, toute proportion gardée, de ce que nous connaissons en France comme volontarisme industriel. Donc c'est assez intéressant aussi de les comparer comme ça, et il se trouve que ces deux pays ont deux industries puissantes, enfin en tout cas importantes, en matière d'automobile et d'aéronautique. Voilà à peu près les conclusions, très rapidement, je reviendrai sur les enjeux dans un instant, que nous avons tirés. Hein, j'ai oublié de le dire, nous sommes servis des bases de données internationales que nous avons collectées et agrégées, et nous avons réalisé une 60aine d'entretiens dans les deux pays, avec les 3 composantes du Bureau international du travail, c'est-à-dire des représentants des employeurs, des salariés et des pouvoirs publics. Alors vous voyez que dans l'aéronautique, en gros, et sur la dernière période, et quand je dis la dernière période, c'est on va dire les 2 dernières décennies, il y a une croissance forte en France et modérée au Brésil dans l'industrie aéronautique.
Dans l'automobile, qui a été un secteur extrêmement puissant, Lula a été le secrétaire, l'ancien président a été le secrétaire du syndicat des métallurgistes de l'automobile, hein, donc très très important, on voit que l'automobile décline depuis 2010, c'était un bastion presque aussi important qu'en France, enfin proportionnellement plus important qu'en France d'ailleurs, hein, de l'économie brésilienne. On voit qu'en termes d'emploi, il y a une destruction massive d'emplois, en gros depuis la crise de 2011, c'est la crise de 2008 reportée dans le monde industriel, en 2011 avec une chute de presque 30% des effectifs. En France, vous avez pratiquement un petit recul, je parle toujours dans la vingtaine d'années écoulées, hein, un petit recul de l'emploi, mais avec un très fort contraste entre les constructeurs automobiles qui ont massivement supprimé les emplois en France et les équipementiers qui en ont gagné. Je n'ai pas le temps de m'expliquer là-dessus, hein. De façon générale également, un des enseignements de l'étude, c'est que dans ces deux secteurs, et je parle plus pour la France que même pour l'aéronautique brésilienne également, la croissance de l'activité des grands groupes, les grands groupes sont centraux, hein, je parle effectivement de ces deux industries en parlant des grands groupes, c'est fait essentiellement à l'étranger. Je dis bien la croissance des emplois. C'est pour ça que nous avons créé le néologisme d'exolocalisation pour éviter le débat sur délocalisation. Nous voulons dire par là que la croissance de l'activité, elle est maintenant de plus en plus générée par les groupes à l'étranger, aussi bien en termes de chiffre d'affaires, mais surtout en termes d'emploi. Concernant le statut de l'emploi, si je peux dire, on constate que dans l'aéronautique, dans les deux pays, il y a très peu d'intérim. C'est le contraire, il y a une forte croissance dans les deux pays, dans l'industrie automobile. Et le dernier point, je passe assez rapidement, parce que je pense que mon temps s'écoule, pour demander le dernier slide, s'il vous plaît, pour simplement mettre ça en perspective, hein. Alors, quelques enseignements, j'espère que le saut ne sera pas trop grand entre ce que je vais dire là et ce que j'ai dit après. C'est l'importance cruciale du territoire d'origine pour les grands groupes et donc pour ces industries, hein. Nous réfutons, évidemment, on avait cette hypothèse déjà en tête avant, mais elle est absolument confortée dans les deux secteurs et dans les deux pays. Nous récusons l'idée d'entreprises apatrides sous prétexte qu'elles seraient multinationales, qu'elles aient des intérêts particuliers. C'est absolument évident, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à propos de l'espace global, mais ce sont des industries, des grands groupes, excusez-moi, qui continuent à dépendre crucialement de leur territoire d'origine, et en particulier dans les activités dites de recherche et développement et d'innovation, mais aussi, l'actualité vient de nous le dire, par exemple dans les relations qu'elles entretiennent avec les pouvoirs publics réglementaires. Il y a toute une mode, vous savez, de désincarcérer l'économie de l'État, hein, désincarcérer, parce que l'État est par définition oppressif, et de mettre des agences de réglementation. Et un excellent article du Seattle Times, c'est la ville de Boeing, fait par Dominic Gates, vraiment un journaliste spécialisé, a montré que l'agence de réglementation du transport aérien aux États-Unis avait en fait perdu pouvoir par rapport à Boeing, en particulier parce qu'elle avait privatisé un certain nombre de ses activités, externalisé, on dirait en français, un certain nombre de ses activités, ce qui a malheureusement abouti au désastre que vous connaissez à propos des avions. Donc, fondamental d'avoir en tête, c'est un point de vue bien sûr, hein, le territoire d'origine à différents égards. C'est parfait. Deuxième conclusion ou enjeu de cette étude, hein, que je n'ai pas abordée, mais nous le développons longuement dans le rapport de 280 pages dont vous avez une synthèse si ça vous intéresse, ce sont les ruptures technologiques. La voiture électrique, l'avion électrique, la voiture autonome, l'avion autonome. Uber a un projet pour faire voler des avions en 2025 sans pilote. Ce sont quand même des révolutions techniques qui sont certes en gestation, mais qu'on ne peut pas sous-estimer. Je n'ai pas le temps, évidemment, et ce n'est pas mon propos d'analyser les relations entre progrès technologique et emploi, mais par contre, on a essayé de voir de plus près, disons, le progrès technique dans la digitalisation des chaînes mondiales d'approvisionnement ou de valeur, c'est-à-dire voir comment ces chaînes elles-mêmes ont été impactées par les transformations, car il y a vraiment digitalisation, hein, numérisation de ces chaînes de valeur. Elle est encore peu avancée dans l'aéronautique, pratiquement inexistante dans l'automobile, mais il faut s'y préparer, et il faut s'y préparer en particulier parce que ça pose des enjeux extrêmement importants en matière d'emploi. Je n'ai pas le temps de développer, c'est surtout c'est prospectif, mais il y a déjà des prévisions d'emploi très importantes. Ça entraîne des recompositions de la chaîne mondiale. Sachez que Rolls-Royce ou Safran réalisent 50% de leur chiffre d'affaires dans l'entretien des moteurs. Or maintenant,
Avec la digitalisation, vous avez ce qu'on appelle une maintenance prédictive, c'est-à-dire que vous pouvez dire à la compagnie aérienne, quand son avion arrive au sol, ah, on a repéré tel ou tel problème, on peut intervenir soit à distance de Toulouse, nous Airbus, soit on vous envoie des techniciens. Vous imaginez la révolution que ça provoque, je passe rapidement là-dessus. Et puis, le dernier point que j'aborderai avec un dernier slide, si j'en ai le temps, c'est l'importance des politiques publiques, hein. C'est les illusions cachées de l'upgrading dont j'ai parlé. Les résultats sont décevants pour l'aéronautique et surtout pour l'automobile brésilienne. Dans ce cadre-là, la présence d'un intégrateur, l'intégrateur c'est central, hein, c'est celui qui fabrique l'avion ou celui qui fabrique la voiture, hein, c'est pas celui qui fournit les équipements dedans, hein. La présence d'un intégrateur avion ou d'un intégrateur automobile est absolument nécessaire. Elle n'est pas suffisante pour assurer la viabilité donc de l'emploi bien sûr et la pérennité de l'industrie. On vient de le voir, Embraer était la première entreprise mondiale sur le transport régional. Certes, le transport régional ne fait que 2% du marché mondial de l'avion, mais ce n'était pas rien. Il vient de se faire racheter en un clin d'œil par Boeing, c'est-à-dire c'est la fin de l'indépendance d'une industrie brésilienne aéronautique, avec ce qu'on peut penser sur le problème des sous-traitants, évidemment, qui seront externalisés aux États-Unis ou ailleurs, hein. Et je voudrais juste, en 30 secondes, Christian, vraiment 30 secondes, prendre le dernier... 15 secondes, prendre la dernière diapo. Vous voyez l'upgrading, c'est-à-dire la remontée des filières qui permettent aux pays émergents et aux groupes des pays émergents de rejoindre, etc. Bref, vous avez 4 étapes. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça que ça se dit dans la littérature. Vous avez une amélioration des produits et des procédés. Vous voyez que c'est plus ou moins fait par les industries automobiles et aéronautiques brésiliennes, hein, avec certaines limites, peu importe. Mais ensuite, vous avez un troisième pas qui est qualitatif, mais il n'est pas abordé comme saut qualitatif. Il est simplement abordé comme si c'était évident qu'on remontait une filière comme on remonte un escalier, hein. Vous avez un upgrading dit fonctionnel, peu importe, hein. Ça veut dire vers des activités à plus forte valeur ajoutée. Par exemple, on cesse de faire des t-shirts et on fabrique des machines-outils pour produire des t-shirts. Non, dans les deux cas, un upgrading intersectoriel, c'est-à-dire est-ce que l'automobile et l'aéronautique ont réussi à provoquer des effets d'entraînement dans les deux secteurs? Non. J'ai oublié de le dire, pardonnez-moi, Embraer n'a pas construit de chaîne de valeur mondiale adossée à son territoire national. Lui est un leader, bien sûr, mais tous ses fournisseurs sont américains et à l'étranger pour l'essentiel. Et l'industrie automobile brésilienne, c'est le contraire. Elle a une puissante assise en termes d'emploi et d'assise productive, mais tous les constructeurs, et ils sont nombreux, 11 au Brésil, sont étrangers. Merci Claude. Vous avez bien compris que sur ce sujet de mondialisation et emploi, il y avait plusieurs types, on va juste terminer, il y avait plusieurs types d'approches, hein. On a les approches théoriques différentes, on a des approches empiriques différentes qui s'appuient sur les territoires, sur les nations, d'autres qui s'appuient sur les stratégies des multinationales. Est-ce qu'on a le temps, Pierre-Pascal, de prendre quelques questions de la salle? Vous avez bien vu que ces approches des économistes peuvent être assez différentes. Pardon, je répète un peu avec le micro qui a un meilleur son. Des approches nationales, des approches stratégiques à partir des acteurs privés. Et c'est tout ça qu'il faut croiser, qu'il faut arriver à entremêler, dont il faut arriver à suivre tous les débats au sein des économistes pour comprendre vraiment les impacts de la mondialisation sur l'emploi. Donc si vous avez... quelques questions et il nous reste quelques minutes, c'est le moment. Je pense qu'il y a peut-être un micro qui peut circuler pour qu'on vous entende bien. Il y a un micro qui est là. Voilà. Et il y a une question, alors une devant, une au milieu. Voilà, juste là. Ouais, le micro n'est pas ouvert, je pense. Je vais vous donner... On va prendre... C'est des piles fabriquées au Vietnam, cette fois-ci. Oui, on a une montée en gamme des produits industriels chinois beaucoup plus rapide de ce qu'on avait envisagé
que ce soit sur le transport ferroviaire, les TGV, sur le nucléaire. Le premier EPR opérationnel, il est en Chine. Sur les équipements télécoms, une entreprise chinoise, leader en 5G. Sur les batteries pour les futures voitures électriques. Pour les avions, pour le moment, ils importent, mais je pense qu'avant 10 ans, ils seront à la hauteur. Et même sur les machines-outils, pour le moment, ils en importaient beaucoup, mais je pense que maintenant, ils sont capables d'en produire. Donc, quelles sont les perspectives, en particulier pour les pays développés, qui pensaient pouvoir continuer à produire et à exporter ce type de produits? Si on va prendre une série de questions, oui, il y en a une autre devant. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste poser une question par rapport justement aux considérations écologiques, parce que c'est vrai que dans toutes les théories que vous avez pu présenter, on ne parle pas du tout d'écologie, et je ne suis pas spécialement écologiste, mais c'est vrai que c'est quand même la question du moment. Et quand on voit 60% des échanges internationaux qui portent sur des échanges de biens intermédiaires, c'est vrai qu'on se dit, est-ce que ces théories sont toujours d'actualité? Aujourd'hui, on faisait mondialisation et emploi. On peut faire mondialisation et emploi et écologie. Non, mais c'était juste par rapport à l'inéluctabilité de la mondialisation, qui remonte à des centaines et centaines d'années. Je ne pense pas qu'on puisse faire autrement. La stratégie des pays européens, comment se positionner, quoi développer, sur quelle valeur ajoutée travailler pour être dans un équilibre d'échange qui est toujours à chercher, parce qu'il y a une montée pour eux aussi en gamme, enfin une montée aussi au niveau pouvoir d'achat, conditions de vie qui est appréciable. Ça va certainement se niveler, s'équilibrer, et sur quoi on doit agir nous, ici, sur quoi on doit se projeter pour être dans un rapport équilibré avec ces échanges mondiaux, dès lors où ça sera aussi écologiquement responsable, ce qui est avisé aussi. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, bonjour, je voudrais un peu prolonger cette question, notamment revenir sur l'intervention de Mme Bellone qui parlait des gagnants et des perdants de la mondialisation d'aujourd'hui. Enfin, il me semble, je pense que vous serez d'accord avec moi, ça ne veut pas dire que les pays développés sont devenus les perdants et les pays en voie de développement les gagnants. Il y a des perdants et des gagnants des deux côtés. Il y a des pays en voie de développement qui ont, je pense, beaucoup profité de la mondialisation, notamment la Chine, la Corée autrefois, sans doute l'Inde maintenant. Il y en a d'autres qui sont enfermés dans une espèce de piège, ce qu'on appelle le middle income trap, et qui n'arrivent pas en fait à décoller. Et de même, on observe des différences très sensibles dans les pays développés depuis longtemps, si on peut dire. Donc, je voulais savoir ce que vous pouvez dire de cette analyse finalement des critères de la réussite dans la mondialisation pour les uns et pour les autres, et quelles recommandations effectivement on peut en tirer en termes de politique publique, ce que vous avez commencé à aborder. Bon, ce sera peut-être un peu court parce que je pense que c'est... Mais bon. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Non, bon, on va revenir, on va récupérer le micro, pardon. Oui, donc effectivement, je vais rebondir sur les deux dernières questions qui ouvrent le débat. Donc clairement, effectivement, bon, et ça rejoint aussi la première question, il y a dans ces pays émergents, il y en a qui ont mieux réussi que d'autres à s'insérer dans ces chaînes d'activité mondiale ou à développer leurs propres industries. Et la comparaison Chine-Brésil est exemplaire à ce propos. Deux pays qui étaient classés dans les BRICS dans les années 90 et un qui a réellement remonté et plus vite qu'on ne le pensait la gamme technologique, et puis l'autre, le Brésil, qui n'a pas effectivement concrétisé cette remontée ou cet upgrading, comme disait Claude. Donc ça, c'est effectivement... Et de même, dans les pays industrialisés qui sont heurtés par le choc de la montée de ces pays émergents, il y a aussi beaucoup de différences. Il y a l'Allemagne, par exemple, qui, parce qu'elle a pu relocaliser une partie de ses propres chaînes en Europe, enfin, en Allemagne de l'Est, qu'elle a pu profiter quand même d'une réorganisation, a bénéficié finalement de la montée de la demande pour des machines-outils et a pu beaucoup plus bénéficier de la croissance des pays émergents pour soutenir son industrie, et puis d'autres pays qui ont été heurtés plus frontalement par la concurrence. Voilà. L'Allemagne actuellement qui commence à sentir certaines difficultés néanmoins. Donc il y a quand même des sorts différents d'un côté comme de l'autre, et quand on analyse les choses avec des logiques d'agglomération, on peut comprendre qu'il peut y avoir effectivement
désavantages. Voilà. On n'est pas habitué, nous, économistes, à travailler avec ces logiques d'agglomération. Il faut davantage travailler avec ces mécanismes-là. Juste pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, ça, à mon avis, évidemment, on peut chacun essayer de chercher, donc il faut de la politique industrielle. Mais quand on fait de la politique industrielle, on peut se tromper énormément et pas cibler les bons secteurs. Donc il faut soutenir, il faut essayer de... Mais globalement, c'est un problème de partage mondial de la valeur qui est en train de changer radicalement. La valeur créée, donc par exemple, quand des multinationales innovent en France avec les subventions publiques, mais après délocalisent les profits, ne payent pas d'impôts en France et vont faire travailler les ouvriers chinois et la valeur sort complètement, n'est pas du tout accaparée par le contribuable français, ça pose problème. Donc il faut absolument qu'on renégocie, je sais que la France pousse ça au niveau de l'Europe, c'est une renégociation globale des règles de l'OMC qui traitent fondamentalement de ce partage de la valeur. Comment taxer les multinationales, comment mettre un nouvel ordre mondial qui correspond bien à la réalité des chaînes d'activité mondiales. Voilà. Est-ce qu'on va y arriver ou est-ce qu'on va tirer chacun, essayer d'être le passager clandestin, d'essayer d'avoir... Est-ce qu'on va aller vers une solution globale ou est-ce qu'on va aller vers un chaos? C'est très ouvert comme question, c'est très ouvert. Merci. Oui, je voulais répondre à la question sur la montée en puissance de la Chine et la situation des pays développés par rapport à ça. Du coup, je répondrai dans le cas de la France parce que c'est plutôt l'industrie française que je connais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est surprenant, enfin peut-être que, et peut-être à tort, la Chine a rattrapé évidemment beaucoup plus vite que prévu. Et on voit que sur tout un tas de secteurs, effectivement les batteries dans le véhicule électrique, elle pourrait prendre une position de leader très rapidement. Donc l'enjeu pour un pays industrialisé, c'est généralement de garder un train d'avance sur l'innovation pour conserver un peu de production chez ces pays. Mais je rappelle que finalement la France, le grand partenaire, le grand concurrent, c'est l'Allemagne encore. Et la majorité des échanges sont intra-européens. Donc la menace n'est pas complètement matérialisée. Et on voit de manière intéressante que l'Allemagne, qui anticipe cette domination de la Chine sur vraiment des segments de gamme, est en train de basculer, de changer de politique, justement, et plaide pour une coordination européenne, une véritable politique européenne. Donc, et c'est une très bonne nouvelle. Donc d'abord un mot sur l'aspect écologique et je pense qu'il y avait une sorte de réticence à lier mondialisation et environnement pendant assez longtemps parce que l'idée de base de l'analyse, du cadre d'analyse économique, c'était qu'il fallait un outil de politique publique par objectif. Donc l'ouverture internationale crée des gains, ça crée des perdants et des gagnants, donc il faut les compenser, donc on a deux outils. Ça crée aussi des externalités environnementales, climatiques, et pour ça, il faudrait une taxe carbone globale, par exemple. Face à l'espèce d'incapacité au niveau international d'inclure des objectifs environnementaux dans les traités de libre-échange, etc., je pense qu'on passe dans un moment où c'est cette espèce de réflexion vraiment optimale, donc en first best, c'est-à-dire on essaie vraiment d'avoir un objectif, d'avoir un outil de politique publique spécifique pour chaque objectif, et un peu obsolète. Et on peut vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'économistes qui se posent la question des bénéfices d'un protectionnisme raisonné sur à la fois environnementaux et sur le maintien à la fois du tissu social et industriel. Concernant, voilà, donc on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est intrinsèquement lié, et ça a longtemps été décorrélé parce que une taxe carbone globale serait en fait la façon la plus naturelle de gérer les problèmes liés à la mondialisation d'un point de vue environnemental, mais face à l'incapacité de la mise en place d'une telle politique, des outils moins optimaux mais plus réalistement mis en place, plus faisables d'un point de vue politique, cette question se pose.
Voilà. Et en ce qui concerne la Chine, rapidement, effectivement, donc ça a toujours été une longue spécificité de la Chine d'avoir un panier d'exportation plus sophistiqué que ne le prédit son PIB par habitant. Donc même dans les années 80 et 90, au vu de son degré de développement économique, les produits que la Chine exportait étaient plus sophistiqués. Et elle a toujours réussi, en fait, enfin, depuis l'ouverture de la fin des années 70, à frapper un peu au-dessus de sa ligue, en un sens. Et d'ailleurs, on voit que du coup, les marchés de l'emploi locaux français qui étaient exposés en 95 à la montée de la concurrence sont plus les mêmes qu'en 2007 ou qu'en 2018. Et ça reflète à la fois le changement du tissu industriel français, mais aussi la montée en gamme des exportations chinoises. Après, donc, est-ce que c'est... Voilà, il y a aussi, d'un point de vue plus macro, et je m'abstiendrai bien de faire des prévisions, d'un point de vue macroéconomique, il y a quand même un recentrage de la croissance chinoise sur son marché intérieur. Donc, les années 2000 étaient spécifiques en ce que la Chine avait un taux d'épargne gigantesque, et c'est ce qui a généré aussi ces déséquilibres commerciaux qui ont plutôt tendance à stagner. Si je m'en souviens bien, depuis les années 2012, etc. Quoi. Voilà. Claude, juste un petit mot, il nous reste 1 minute. Oui. Uniquement sur l'Europe, pour le temps qui nous reste. On a rappelé que presque 60% des échanges de la France se font avec l'Europe. Le problème, c'est que notre déficit est quasi général avec tous les pays de la zone euro. Il est plus important qu'avec les pays émergents, il est plus important qu'avec les pays producteurs de pétrole, parce que nous leur vendons quand même quelques avions et surtout des armes. Donc, du point de vue de la perspective française, la question de l'Europe est effectivement un grand enjeu. Je n'ai pas le temps de donner évidemment un point de vue général là-dessus. La deuxième chose sur l'Europe, c'est qu'il n'y a pas de politique coordonnée, très peu. Il y a des programmes de recherche, etc. Mais l'asymétrie, la différence de rapport de force aujourd'hui avec l'Allemagne est telle qu'on assiste aujourd'hui à quelque chose qui rejoint d'ailleurs un peu ce qu'on a fait au niveau des groupes, c'est-à-dire que l'Allemagne est en train de construire des chaînes de valeur européennes dans lesquelles, y compris les groupes français les plus prestigieux au monde, les équipementiers de l'automobile, Valeo et Faurecia, deviennent aujourd'hui des sous-traitants pour l'industrie automobile allemande. Ils ont clairement dit, ils nous l'ont dit dans des entretiens, ils l'ont dit à l'Assemblée nationale, aujourd'hui on va en Allemagne, on va s'implanter en Allemagne, construire des emplois, parce que c'est là-bas que sont les débouchés avec le constructeur allemand. Donc on voit les problèmes d'asymétrie entre la France et l'Allemagne et comment immédiatement ça a une conséquence. Et puis la troisième chose, et vraiment je conclus là-dessus de notre étude, c'est qu'on constate qu'il y a une spécialisation aéronautique européenne en France, ça reste un fleuron, disons, de l'industrie en général, il y a vraiment une spécialisation, une agglomération, si vous voulez, pour reprendre le mot de Flora, et dans l'industrie automobile, sans surprise, c'est évidemment en Allemagne que l'agglomération des emplois et des activités tend à se faire en Europe. Merci, on a un petit peu de retard pour finir, mais on avait un petit peu de retard pour commencer, c'était dû à la table ronde précédente, donc je me suis permis de manger un peu. Merci à tous les quatre, et derrière, vous avez 1 heure avec Dominique Méda, donc restez, quoi. Mais d'abord, merci à tous les quatre.